Bienvenue au Caring Museum Café, où l'art et le bien-être se rencontrent. Je suis Marjane Abadi, la créatrice de la méthode Mindful Art. Mon travail consiste à aider les lieux culturels à développer des projets d'inclusivité et de bien-être. Et en compagnie de mes invités, nous explorons des chemins du caring dans le monde de la culture. Dans ce podcast, je vous propose d'explorer avec nous les projets inspirants avec ceux qui les ont menés pour un monde plus bienveillant. Installez-vous, prenez une tasse de douceur pour un moment de créativité partagée, des conversations inspirantes, des récits à savourer. Vous êtes au Caring Museum Café, laissez-vous emporter. Petite question de démarrage. Marie-Hélène, Sophie, je ne sais pas laquelle de vous deux vous souhaitez démarrer. Quelle est votre œuvre préférée au musée? C'est beau, Oh, ça. wow! OK, moi, je peux me lancer. OK, vas-y. Moi, c'est l'œuvre, en fait, c'est une artiste autochtone, une artiste Nadia Mir. Donc, l'œuvre s'appelle The Scar Project. C'est en fait une artiste qui s'est promenée de communauté en communauté. Et elle a invité en fait les femmes autochtones à mettre sur des petits tablettins donc des blessures qu'elles ont eues au courant de leur vie. Donc, ça peut être des traumas, des souvenirs qui sont plutôt douloureux. Et la facture de l'œuvre est très simple. C'est uniquement avec un fil et une aiguille que chaque personne donc va venir coudre en fait comme une toile de jute leurs blessures qu'elles ont. C'est une œuvre qui est particulièrement puissante parce qu'il y a plus de 1000 petits tablettins là, qui ont été réalisés un peu partout là, à travers la province, puis je pense même au Canada, Marie-Hélène, mais tu me corrigeras. Puis c'est une œuvre en fait qui est exposée au musée. On en avait exposé plus d'une centaine. Pour des raisons de conservation, on en expose un petit peu moins maintenant, une cinquantaine, parce qu'ils vont faire dodo dans les réserves. Mais c'est une œuvre qui est particulièrement puissante. C'est une œuvre aux confins en fait entre l'art et le mieux-être, bien évidemment. Là. Je pense que c'est pour ça que moi j'ai un petit coup de cœur pour cette œuvre-là. Mais en fait, qui illustre vraiment la force, je trouve, de la simplicité, la force de la communauté aussi. Puis c'est une œuvre qui traite beaucoup de la résilience. Donc, du pouvoir de l'art, oui, mais du pouvoir aussi de la communauté pour se relever d'épreuves qui est difficile. Donc, c'est une œuvre que j'utilise aussi beaucoup avec des groupes avec lesquels je travaille en santé mentale, notamment. Puis c'est une œuvre qui est très forte émotionnellement. Donc, voilà. Moi, je pense que je vais nommer L'hommage à Rosa Luxembourg de Jean-Paul Riopel. L'hommage à Rosa Luxembourg, c'est l'œuvre phare de notre collection. C'est notre plus grande œuvre. Et c'est pas pour ça que je l'aime. Même si ça demeure un de nos chefs-d'œuvre dans la collection. Jean-Paul Riopel, c'est un grand artiste québécois qui, d'ailleurs, le musée va avoir un pavillon consacré à son œuvre dans quelques années. Mais en 1992, Riopel, quand il a peint cette œuvre-là, c'est qu'il venait tout juste d'apprendre le décès de Joan Mitchell, donc cette grande peintre américaine qui a été sa conjointe pendant plusieurs années. Et en 1992, alors qu'il apprend le décès de cet amour-là, qui a été un amour très, très fort dans sa vie, il s'installe dans son atelier à l'île aux Oies, une île en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Et il étend sa toile sur sa table de travail. À ce moment-là, Riopel est vieillissant, il souffre, il a mal au dos, et donc il doit travailler assis sur une table et à sa table de travail, non pas sur un chevalet comme il le faisait auparavant. Et pendant des semaines, il va peindre, il va rendre hommage à cette peintre-là qu'il appelait ma Rosa Malheur, en faisant référence à la peintre animalière Rosa Bonheur. Mais lui, lorsqu'ils étaient ensemble, il l'appelait ma Rosa Malheur. Et il avait été aussi fasciné les deux par les correspondances de Rosa Luxembourg alors qu'elle était enfermée. Donc, il
il fait cet hommage-là à Joan Mitchell, il l'appelle Hommage à Rosa Luxembourg. Et on l'imagine dans un geste frénétique alors qu'il est en deuil, alors qu'il a perdu une personne qu'il aime, où il va peindre. Et il peint une œuvre qui fait 40 mètres de long. Donc, c'est vraiment très, très... C'est une immense œuvre. Et on pense que cette œuvre-là, en fait, elle est empreinte de toute cette émotion-là, assurément, qu'il avait à ce moment-là, où il fait référence à des moments de leur vie ensemble. Évidemment, tout ça est très, 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 très symbolique, mais il peint avec une bombe à aérosol et il fait des pochoirs avec à peu près tout ce qu'il trouve dans son atelier. Et Riopelle, comme je le disais, il vit à l'île aux Oies à ce moment-là. Riopelle a toujours été un chasseur, a toujours apprécié la nature. Donc, dans son atelier, dans son garage, comme on dit, il y a toutes sortes de choses. Il y a des éléments, il y a des filets de pêche qu'il va vaporiser avec la peinture en aérosol, mais il va prendre aussi des oies qu'il a chassées, il va les étendre sur la toile, il va les vaporiser. Donc, on voit toutes ces silhouettes d'oies autour de lui et qui l'entourent, tous les objets qui l'entourent sur la toile. Donc, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est... Et c'est une espèce de pulsion créative qu'on sent sur cette œuvre-là, qui est sans doute le résultat d'un grand drame, c'est-à-dire d'avoir perdu une personne qu'il aimait et qu'il avait aimé énormément. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Cette œuvre-là, elle est empreinte d'émotions et je pense que c'est pour ça que je l'aime tant. Est-ce que vous seriez d'accord d'envoyer les images de ces deux œuvres Oui, pour qu'on Bien partage? sûr. Ah, bien sûr, oui. Magnifique. Donc, merci pour ce partage. Je voulais vous demander, peut-être que pour chacune de vous est une raison différente, mais qu'est-ce qui a marqué le début de votre engagement dans le care? C'était quand? Et c'est quoi s'il y avait une étincelle qui avait fait oui? C'est quelque chose qui me parle. C'était quoi cette étincelle? Et peut-être que je vais vous poser la question 3 en même temps, parce que la question 3, c'est comment vous décriviez maintenant votre relation avec? Donc, qu'est-ce qui a démarré, depuis quand, et comment vous décrivez maintenant votre relation avec? C'est une bonne question. C'est une question qu'on s'est déjà posée aussi, Sophie, dernièrement d'ailleurs. Moi, je peux donc y aller, Sophie, si ça te va. Oui, vas-y, je vais compléter. Ouais, moi, je suis actuellement, le poste que j'occupe, c'est chef du service de la médiation au Musée national des beaux-arts du Québec. J'ai d'ailleurs célébré vendredi dernier mon 20e anniversaire au sein de l'organisation. Donc, ça fait 20 ans que j'y suis, mais avant d'être en fait, la majorité de ma carrière, j'ai travaillé à développer des projets pour la famille. Quand je suis arrivée au musée particulièrement, j'ai développé des projets pour les tout petits, les 2 à 4 ans. Et quand j'ai commencé à travailler avec eux, je me suis rendu compte à quel point c'est important d'inclure les émotions, les sens dans les propositions culturelles, de médiation culturelle qu'on avait avec eux. Et petit à petit, en travaillant avec les enfants qui m'ont beaucoup touchée, j'ai travaillé plus de 10 ans avec les tout-petits, développé des projets avec eux. Bien, rapidement, je me suis rendu compte que quand je touchais l'enfant, je touchais le parent par les propositions sensibles que je proposais. Et petit à petit, ben, ces propositions sensibles-là se sont étendues aux parents, puis ensuite à d'autres adultes qui ne sont pas parents et tout ça. Donc, c'est vraiment par la porte des tout-petits que j'ai travaillé en médiation sensible au départ, on ne nommait pas médiation sensible à l'époque. On appelait ça une médiation famille, tout simplement, puis on utilisait les sens, les émotions. Et petit à petit, on a développé des projets pour les plus grands. Puis, il y a quelques années, il y a 5 ans maintenant, est arrivé à la tête de notre institution un directeur général qui s'appelle Jean-Luc Murray, qui lui a un parcours, une carrière en médiation et qui a mis beaucoup d'accent sur la médiation, mais aussi
sur la médiation et le mieux-être. Sophie est arrivée à ce moment-là dans notre équipe d'ailleurs et on a développé à la médiation dans notre service un poste qui est désormais dédié uniquement à développer des projets de médiation et de mieux-être. Donc, je pense que c'est une évolution, sans doute qui, au départ, on n'appelait pas ça du care ou du sensible, comme nous on l'appelle, mais qui aujourd'hui est devenu, en fait, il y a 5 ans, on l'appelait mieux-être, et là, on l'appelle plus sensible. Alors, c'est vraiment une évolution, et moi, je le dis souvent, c'est ce qu'il y a de beau en médiation, c'est que cette discipline-là, c'est une discipline qui est vivante, qui évolue avec les humains avec lesquels on travaille. Et puis, elle n'est jamais figée. Alors, je pense que c'est de travailler avec les sens, puis ensuite de l'appeler mieux-être, puis l'appeler sensible maintenant. Je pense que tout ça, ça fait son sens. Sophie, toi? Moi, contrairement à Marie-Hélène qui a commencé vraiment avec les tout petits, moi, ça a été vraiment par la porte de la santé mentale. Donc, je suis responsable en fait de tout ce qui est développement, art et mieux-être au musée. Mais j'ai commencé d'abord par un travail terrain. Donc, j'étais médiatrice, je faisais des visites guidées en fait dans les salles d'exposition. Puis rapidement, en fait, je me suis attachée et j'ai commencé à demander des visites avec des groupes à besoins particuliers. J'avais vraiment un attachement fort, puis c'est surtout en fait que je me rendais compte que l'art faisait du bien. Et j'avais jamais entendu ou en fait je l'ai vraiment expérimenté, mais j'avais jamais entendu ce terme-là où je pensais que j'avais découvert quelque chose. Ça a été un peu une épiphanie parce que c'est lors d'un voyage sur la côte ouest canadienne que j'ai découvert l'art-thérapie, puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire, c'est l'art-thérapie. Donc, ça a été vraiment par le biais de la santé mentale. J'ai fait tous mes stages, en fait, en santé mentale, en art-thérapie. Puis, je suis rentrée par cette porte-là, moi, au musée, quand je suis revenue. Puis, je trouvais ça intéressant, Marjane, la question, parce que la relation a tellement évolué au cours des 5 dernières années, parce que je suis rentrée comme art-thérapeute. Puis là, je suis responsable de médiation en art et mieux-être. Puis pour moi, ce terme-là me correspond davantage. Parce qu'il y a tout le volet histoire de l'art, mais aussi certainement tout le volet contemplation qui pour moi m'est très cher. On a beaucoup appris donc que la création faisait du bien, je le crois aussi, puis c'est vraiment ça dans quoi j'ai étudié, mais tout ce qui est contemplation également, tout ce qui est la relation avec l'œuvre, la création au niveau des sens, des émotions, la relation intime qu'on peut tisser avec une œuvre, pour moi, je trouve qu'elle est très importante. Je fais une grosse différence aussi dans mon travail entre ce qui est art-thérapie et art et mieux-être, pour la simple et bonne raison que j'ai envie que tout le monde touche à la dimension mieux-être parce que l'art fait du bien en général. Et pour faire art-thérapie, on doit être art-thérapeute et je ne peux me multiplier. Alors que je peux multiplier les gens ou les collègues autour de moi, je peux les former, je peux les accompagner pour permettre en fait aux gens d'aller à la rencontre d'une œuvre d'art. Donc pour moi, l'art et le mieux-être, c'est plus général. On offre un cadre, bien évidemment, qui est sécuritaire, mais ça a beaucoup évolué. Puis, dans la dernière année, je dirais même que ça a encore plus évolué parce que, comme Marie-Hélène le disait, on est rendu avec le terme de médiation sensible avec lesquels on navigue à travers ces paramètres-là parce que l'œuvre d'art est encore une fois vraiment au centre, en fait, des échanges. Au niveau du care, c'est sûr que, tu sais, moi, on est sur des chaires en art et santé, donc il y a toute la dimension mieux-être, mais il y a la dimension aussi santé qui prédomine, des projets de recherche aussi, là, également, qu'on fait, ce qui est pour moi très important aussi, puis ce qui est très différent de il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on voulait, donc on allait s'imbriquer dans une planification stratégique parce qu'on avait un directeur qui voulait tourner le musée vers un aspect plus humain. Donc, on développait des projets en disant, ben, ça serait bien d'aller vers ces communautés-là.
Mais maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, on parle des besoins de la communauté, puis on développe des projets aussi. Donc, cette relation-là a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué. Donc, c'est à force d'être au contact des communautés, soit à Québec ou sinon aussi ailleurs, qu'on arrive avec des besoins, soit dans un réseau hospitalier, soit sinon dans la rue, par exemple, avec les travailleuses du sexe qui nous arrivent avec un besoin. Puis on essaie de développer des projets avec eux. Donc, la relation aussi a beaucoup changé. Donc, on part vraiment du terrain pour développer des projets et non l'inverse, comme on a fait aussi au départ. Donc, la relation du care aussi, cette notion-là, pour moi, elle a beaucoup évolué dans les dernières années. Je ne sais pas, ça couvre toutes les spectres des trois questions. Oui, des deux, trois, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essaie d'être un peu... Marjane, ton micro est coupé. Je vais y arriver. C'est bon. En fait, mon PC est tombé pendant que tu parlais, Sophie, donc pendant un moment. Mais ce que j'ai entendu de la part de Marie-Hélène, ça fait des deux, parce que j'ai juste manqué peut-être une minute. Donc, les deux, ça me parle beaucoup. Parce qu'en fait, quand un bébé, on est beaucoup à le savoir ici, mais quand un bébé naît, ce n'est que les sens qui sont éveillés chez lui. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de concept, c'est que du ressenti corporel. Et je trouve que cette évolution dont tu parles, en allant chercher que les personnes pour que eux-mêmes ils vous disent quelque part ce dont ils ont besoin. Moi, je trouve que ça fait aussi sens dans l'image qu'on avait avant d'avoir la tête qui dirige les membres et les neurosciences qui montrent que maintenant, c'est une bijection. Qu'autant la tête a un rôle, mais les membres ont aussi un rôle pour éduquer la tête. Et ce que tu me disais, ça me fait penser à cet rééquilibrage de notre image, de notre corps dans votre travail. Oui, ben c'est exactement ça. Puis je pense qu'on a quand même un long chemin à parcourir parce que les musées, historiquement, en fait, on vient nourrir la tête, hein, on vient nourrir l'intellect, on vient apprendre des choses. Puis on a la chance d'avoir connu un virage dans les dernières années. On le voit beaucoup dans les recherches en muséo, mais nous, c'est beaucoup à cause de notre direction, de dire non, mais on n'arrive pas juste avec une tête dans un musée, on arrive aussi avec un corps. Puis ça, pour moi, ça permet, je trouve, de démocratiser beaucoup cette approche-là de l'art et du mieux-être, mais du care aussi, qui permet aussi aux gens d'essayer de se sentir bien dans un musée. Puis je reviens avec les groupes à besoins particuliers avec lesquels je travaille. C'est beaucoup ça que je viens de dire. Puis je reprends l'exemple de Marie-Hélène, son œuvre préférée, Riopelle. On va toujours voir l'hommage à Rosa Luxembourg. C'est comme notre petite Joconde au Québec. Et il y en a beaucoup qui savent pas c'est qui Jean-Paul Riopelle. Et je veux pas non dire nécessairement qu'ils le sachent non plus. Le but, c'est justement de venir se connecter à leurs émotions et de venir valider que ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, c'est OK, c'est valide, c'est bien, même s'ils n'ont pas des études en histoire de l'art, même s'ils n'ont pas d'études du tout. Puis je reprends toujours l'image. Moi, mon rêve, c'est qu'on... Puis là, Marie-Hélène, je pense que tu es amenée d'entendre cette analogie-là, mais c'est vraiment ça. Mon rêve, c'est que les gens disent « Ah, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de relaxer, je vais pas au spa, je vais aller au musée. » Et que là, on va au musée, puis qu'on ait un peignoir et qu'on ait des chaussures confortables, puis qu'on va visiter vraiment à notre propre rythme, pas comme dans un buffet aussi, parce qu'il y a beaucoup ça aussi dans les musées. On paie un ticket d'entrée, ça coûte cher, on va en voir le plus possible, mais souvent, on est très fatigué après 1 heure, puis on a les sens un peu partout. Donc, mon rêve, c'est qu'on vienne au musée, qu'on regarde 1, 2 œuvres, qu'on s'assoit
des fauteuils qui sont confortables, qu'on prenne un café, qu'on reparte, puis qu'on se dise, ah, c'est comme si j'allais voir un massothérapeute de l'âme. Donc, ouais, mais c'est vraiment ça. Un jour, j'idéalise loin, mais j'y crois. Ah oui, c'est ça. Peut-être pas si loin, peut-être pas si loin. Oui, Il mais il je y a pense qu'on quelques est années. vachement nombreux à Ah partager ce oui, oui, rêve-là. complètement. Oui, Ouais, ouais. oui, j'imagine, certainement. Oui, oui. J'ai l'impression de reconnaître le nom de Manuela, qui est aussi responsable des publics à MUSEM, et je pense, si vous l'interrogez, elle est parmi nous. Elle est Elle va d'avis vous aussi, partager c'est super. la même chose, On va faire des je suis prémonitions. certaine. Et, en fait, Bonjour Manuela, Manuela. est-ce est-ce que tu partages le même rêve? Ah, il y a ton micro qui est coupé, on t'entend pas. C'est à moi que tu parles? Oui. Je viens de revenir. Bien sûr que je partage le même rêve. Moi, j'ai eu la chance pendant mes études de ne pas avoir à payer les billets. J'ai eu la chance d'avoir une carte à l'école du Louvre qui me permettait d'aller dans tous les musées que je voulais gratuitement. Du coup, je ne sais même pas ce que c'est que de payer pour rentrer dans un musée et l'idée de s'y installer pour profiter d'une œuvre. Moi, j'avais bien compris que faire les expos du Louvre en entier, c'est épuisant. Il y a trop de monde, il y a trop de gens, il y a plein d'informations à retenir, plein d'œuvres, trop dans les yeux, trop dans les oreilles. Physiquement, c'est la fatigue. Donc, Ouais. j'ai eu la chance d'expérimenter ça, de pouvoir fragmenter les visites d'expos notamment. Donc, je ne peux que le conseiller à tout le monde. Après, ça dépend aussi des personnes. Certains, ils vont au contraire avoir besoin aussi de se remettre un peu en action. On n'est pas tous avec les mêmes besoins, donc c'est ça aussi, c'est permettre différentes approches. Parce que Marjane a proposé il y a quelques jours au MUSEM une expérience face à une œuvre. Et les retours que j'ai eus, j'ai senti que ça dépendait vraiment des personnalités des gens. Il y a ceux qui ont besoin de bouger, il y a ceux qui ont besoin dans leur vie de se poser. Ouais. Totalement. Mhm. Totalement. Mais c'est tellement vrai, Manuela, ce que vous dites. Puis en même temps, puis Marie-Hélène le dit souvent, là, c'est très complémentaire, je crois. Tu sais, on a encore beaucoup l'approche, je dis, éducative, mais on a aussi l'autre approche qui prend un petit peu plus en fait, qui vient tranquillement faire sa place au musée en art et mieux-être, mais c'est certainement pas tout le monde qui l'apprécie. C'est bien correct aussi, c'est juste de proposer en fait une autre façon d'être dans un musée sans annuler complètement l'autre aussi. Puis ça, c'est bien important. Puis il y a même des gens qui veulent essayer puis disent ah non, moi j'aime pas ça. Puis moi je dis ben merci de l'avoir essayé. Puis c'est parfait, tu sais, on essaie. Puis mais c'est tellement vrai. Merci pour la nuance. Moi, je dis souvent ouvrir les portes d'accessibilité à l'art. Et là, nous, on a juste construit une nouvelle porte. On n'a pas fermé les autres, on n'a pas barré les autres portes d'accès à l'art. On en a construit et offert une nouvelle. Donc, les gens, ils vont choisir s'ils l'empruntent ou non. Il y a quelques années, on avait fait comme plusieurs musées, là, sans doute une étude sur les non-publics, donc les gens qui ne fréquentent pas les musées, pourquoi ils ne fréquentent pas les musées, puis quel est leur principal frein. Évidemment, certains nommaient les frais d'accès, mais la plupart, la majorité disaient la raison pour laquelle ils ne fréquentent pas les musées, c'est qu'ils sentent qu'ils n'ont pas les connaissances pour fréquenter un musée. Et ça, en fait, c'est malheureux parce qu'on s'est dit, mais on ne va pas, plutôt que d'aller chercher à combler ce manque de connaissances-là, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et à partir du fait que tout le monde vit avec des émotions, c'est à partir de ça qu'on se dit, c'est donc comme ça qu'on va aller les chercher. Donc, c'est par les émotions. À partir du moment où tu vis quelque chose, tu vis des émotions, ou que ce soit de la joie, que ce soit de la peine, mais que ce soit de la répulsion, peu importe, là. Nous, on te prend, tu vis des émotions, mais on va essayer d'aller te les faire vivre devant une œuvre d'art. Donc, si tu as des émotions, et tous les êtres humains, en principe, en vivent à un moment ou à un autre, tu as ta place au musée. Donc, ça veut donc dire que tout le monde a sa place.
Ce que tu dis, c'est, pour moi, il y a un aspect aussi important dans l'approche émotionnelle. Évidemment, on est totalement synchro là-dessus, sur cette idée de l'importance des approches émotionnelles, qu'ils aient leur place pour permettre au non-public de ne pas se sentir exclu. Mais étant donné que chacun de nous peut avoir des émotions, que la palette des émotions est très, très large, alors que le savoir, on a l'impression que c'est une ligne droite, c'est aussi une porte à la diversité et à l'ouverture vers l'autre, parce qu'on peut être côte à côte, quelqu'un qui se sent triste par la vue de quelque chose et quelqu'un d'autre qui se sent peut-être curieux ou interpellé ou apeuré. Et il y a un poème de Rumi que moi j'aime beaucoup qui dit cette différence entre les deux approches. Il parle du fait que il y a des choses, il y a un type de savoir où on va vers le maître, il nous dit des choses et on les apprend, ou on apprend dans les livres, et c'est comme si quelque chose venait se mettre sur nos épaules. Et il y a un deuxième type de savoir où la vie fait que une lumière qui est déjà à l'intérieur de nous se met à scintiller. Ah, c'est beau. Et je pense que, en tout cas, moi, je vois mon travail comme permettre à cette lumière de scintiller. Et ça, et c'est pour ça que j'aime les approches sensibles en complément, évidemment, aux approches où on apprend. Mais c'est tellement, mais c'est exactement ça. Puis ça me fait beaucoup penser aussi à la posture, je crois, qu'on essaie tranquillement de changer ou de permuter avec les gens qui travaillent sur le terrain, qui sont en contact aussi avec le public, où on essaie de plus en plus de former les gens pour que les gens accompagnent les publics et non pas dans je détiens le savoir et vous devez m'écouter, mais vraiment dans un échange, dans une relation pour que ce que le visiteur a à dire, ce que le public a à dire, peu importe si c'est en termes intellectuels ou en termes émotionnels, ils se sentent le bienvenu. Donc, cette posture-là, cette approche-là, je trouve que ça fait un peu référence à la citation que vous donnez parce que pour moi, c'est de laisser scintiller aussi cette lumière-là chez le public puis d'avoir une relation aussi qui se crée. Je parle beaucoup de la relation avec l'œuvre d'art plutôt qu'une rencontre, mais je pense que c'est la même chose aussi quand les gens vont faire quand ils sont accompagnés tout simplement avec un médiateur, le public. Je crois beaucoup à ce partage de lumière-là pour justement faire en sorte qu'on n'est pas dans une posture d'apprenant, on est dans une posture de partage. Puis pour moi, ça, c'est essentiel. Puis on essaie de faire ça avec Marie-Hélène là, depuis quelques années en changeant le type d'accompagnement ou la formation qu'on offre sur le terrain là, pour nos équipes. Tout à fait. Cette posture d'échange et de partage, c'est une des pierres angulaires différenciantes entre ces deux approches également. Oui, oui. Pour ne pas nous éloigner un tout petit peu de nos questions, on avait réfléchi à parler de tout votre travail de tissage avec les peuples autochtones et avec leurs différences. Ça date il y a un moment, nos échanges pour préparer la séance d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous dirait qu'on revienne plus sur ce chemin-là? Oui, ça va. Oui, c'est tellement un beau projet. Très bien. Toutes les discussions me vont, c'est super intéressant, donc certainement. Oui, des fois, c'est vraiment dommage qu'on n'ait qu'une heure. Donc, est-ce que vous avez, peut-être on peut commencer par dire 2 mots de ce projet-là, de comment est-ce que, c'est quoi et comment vous l'envisagez? Oui, je te laisse y aller, Sophie, c'est ton projet. OK.
Oui, projet ambitieux, projet très ambitieux. Puis je repense à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'observation des besoins en fait que je fais dans la communauté. Puis je dois avouer que là, il y avait beaucoup une envie, un intérêt personnel. Donc, je pense que je vais me contredire dans le pourquoi et le comment ce projet est né. Mais il faut savoir, en fait, quand on a un projet qui est très important, mon projet chouchou, un de mes projets chouchous, je les aime tous différemment, mais donc avec le Nunavik, qui est vraiment la partie nord du Québec, ce que vous pouvez penser là, puis c'est plus comme ça, mais dans votre imaginaire, les igloos, le froid, c'est cette partie-là du Québec. Il faut savoir que c'est une partie qui est moi je l'appelle on l'appelle un peu le tiers-monde du Québec, là. Donc une partie qui est extrêmement isolée, qui connaissent beaucoup de problèmes au niveau socio-économique, donc des gens qui sont pauvres, qu'on a en fait obligés aussi, c'était d'un peuple nomade, mais qu'on a sédentarisé dans l'histoire. Donc, ça arrivait avec une foule de problèmes. L'alcoolisme, les drogues, problèmes de santé mentale aussi, peu d'emploi, donc pas d'accès nécessairement à l'eau, à des réseaux d'aqueducs. Donc, Très, très peu moi, de services. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, cette semaine, au Québec, est sortie une étude qui dit que les peuples du Nunavik n'ont pas de services médicaux adéquats. Il y a des hôpitaux, mais il y a très, très peu de services médicaux spécialisés. Ils doivent être transférés dans le sud, c'est-à-dire à Montréal ou à Québec, mais principalement à Montréal. C'est sorti ça fait beaucoup les manchettes cette semaine. Ceci dit, ça fait depuis toujours qu'ils n'ont pas de service et qu'ils vivent dans une pauvreté extrême. Et donc, dans cette volonté de se dire, c'est un peuple aussi les peuples autochtones, il faut savoir qu'ils utilisent, et Inuit utilisent l'art depuis longtemps pour s'exprimer. Donc, il y a quelque chose qui est intégré dans cette pratique-là pour eux, qui est peut-être un peu moins naturel, je dirais, pour les gens qu'on appelle du Sud, donc les allochtones, donc nous. Et c'est venu d'une réflexion en se disant, ben, on est le Musée national des beaux-arts du Québec. Et pourtant, même si on a le national et on a du Québec, donc on devrait couvrir une très large portion de notre territoire, c'est pas vrai qu'on le fait. Donc, on a vraiment il y a beaucoup de gens, souvent, c'est des gens qui sont mieux nantis, qui vont venir au musée, qui ont accès aux collections. Et avec une collègue, donc, on s'est donné le défi de dire, ben non, mais la collection appartient à tous les Québécois et Québécoises. Ça le dit dans notre nom de musée. Donc, essayons d'ouvrir, en fait, nos horizons, d'aller vers les communautés. Et par intérêt personnel, mais aussi pour se donner un défi, on s'est dit, ben, au lieu d'aller à 3 heures de Québec, on va aller à 12 heures de route. En fait, c'est même pas accessible en route, uniquement en avion. Et on va aller présenter, en fait, ce qu'on a à offrir à ce peuple-là. Mais ça, c'était très délicat aussi dans la posture, de par l'histoire aussi, de pas arriver avec une posture de colonisateur. Donc, on arrive, nous, pour caricaturer les Blancs sur le territoire du Nord. Ils ont une relation des fois un peu réfractaire par rapport à nous qui arrivons avec un grand musée, la politique sur leur territoire. Mais on est arrivé tout simplement dans une posture de collaboration en disant, mais on a envie de travailler avec vous. Est-ce que vous avez envie de travailler avec nous? Voici ce qu'on a à offrir au niveau de nos œuvres. Voici ce que vous avez à nous offrir et on va essayer d'avoir une posture de partage et de dialogue. Ça a pris du temps, hein? C'est 2-3 ans quand même de dialogue. On est allé aussi également sur place rencontrer les gens. C'est vraiment totalement une autre culture. Et on a réussi à créer une relation de confiance. Et les jeunes ont décidé, donc on a travaillé principalement avec une école dans un village pour démarrer le projet.
Donc, le projet qui s'appelle Taratotik Tema, donc qui est en Inuktitut, Taratotik qui veut dire miroir, Tema qui veut dire cétacé. Parce que la proposition donc, que les jeunes avec nous ont décidé de faire, c'est une proposition où ils vont réinterpréter des œuvres de notre collection en fonction d'enjeux qui leur sont propres. Ces enjeux-là, c'est principalement en fait tout ce qui touche en fait la répercussion des changements climatiques sur leur territoire parce qu'ils sont sont vraiment en première ligne de ces répercussions-là. Et on a élaboré le projet avec ma collègue selon des objectifs en art et mieux-être, en disant, ben l'art fait du bien, l'art permet de créer du sens, de créer un lien de communauté aussi, puis c'est ça qui était fabuleux. Alors que c'est le plus gros taux de décrochage au Québec dans le Nord, on avait des enfants qui souhaitaient rester à l'école pour créer, pour regarder des œuvres d'art au lieu d'aller faire des graffitis d'art, au lieu d'aller errer littéralement à l'extérieur. On a vu aussi beaucoup de tout ce qui est au niveau de l'estime de soi, la fierté aussi. Ils étaient tellement fiers des œuvres qu'ils ont créées qu'ils les ont exposées sur des grandes bannières à travers le village. Le développement du leadership, énormément. Les jeunes ont eu la chance de venir ici au musée à Québec cette année. Et ils étaient fiers de prendre la parole pour nommer en fait ce qu'ils avaient d'être entendus, en fait, nommer ce qu'ils avaient à vivre. Donc, il y a eu beaucoup de répercussions au niveau de la santé mentale, au niveau aussi de la cohésion dans la communauté, tout ce qui est aussi les capacités communicationnelles. On a vraiment des jeunes qui se sont découverts puis qui ont utilisé l'art, mettant au niveau, encore une fois, la contemplation d'une œuvre d'art, donc d'un objet de collection, de réinventer un objet de la collection nationale pour en créer un nouveau. Donc, vraiment d'utiliser l'art comme un outil d'expression, mais aussi de résilience. Et ça, pour moi, ça a été la plus belle, le plus beau cadeau, je pense, de ce projet-là, même si ça a pris énormément de temps à créer. Les relations sont là pour durer. C'est un projet maintenant qu'on souhaite implanter dans diverses communautés autochtones en fonction des enjeux qu'eux vivent. C'est-à-dire, nous, ben là, les jeunes avaient choisi la répercussion des changements climatiques, mais ça devient un peu un prétexte, en fait, tout simplement pour être ensemble, pour discuter et qu'ils fassent autre chose aussi que tout simplement d'errer à l'extérieur, de consommer. Donc, ça devient vraiment un outil de raccrochage. Donc, voilà. Et ils Marie-Hélène, avaient as-tu quel quelque chose à âge, rajouter? Sophie? Ah, pardon. Ben non, c'est une très bonne question, Marjane. En fait, on parle d'une école en entier qui a participé au projet, mais c'est une école au Nunavik. Donc, quand je dis une école en entier, c'est à peu près une vingtaine de personnes, entre 10 et 16 ans. D'accord. Ouais. Et ce projet-là, donc, a mené à une volonté aussi de collaborer donc avec d'autres communautés à travers la province, mais aussi de permettre à ces jeunes-là que leurs œuvres soient véhiculées. Donc, on a notamment quelques œuvres qui vont être présentées à l'Université Laval ici en novembre, puis aussi avec la fondation de David Suzuki, donc qui est intéressé particulièrement au projet en juin prochain. Puis, on siège aussi sur une chaire en art et santé pour vraiment étudier les répercussions de ce projet-là là, sur la santé mentale des individus également. Donc, c'est un projet qui est parti juste d'une volonté personnelle en observant des besoins en santé mentale, en se disant, ben nous, on a ça, vous avez ça, est-ce qu'on peut collaborer? Puis finalement, ben, c'est un projet qui a explosé, mais c'est un projet de care, mais mutuel. Mutuel, je dirais, parce que je pense que même pour nous, ça nous a apporté beaucoup de réconfort aussi, de sens, ouais, de sens, surtout par rapport à l'histoire qu'on a ou dans le processus de réconciliation qu'on a face au peuple autochtone là, au Canada en ce moment aussi.
Marie, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Ben, peut-être juste pour poursuivre là, sur ce que tu viens tout juste de terminer, c'est que ça nous a apporté beaucoup de sens, ce projet-là, mais ça nous a aussi sorti un peu de nos habitudes. Je pense que depuis toujours, les musées fabriquent des projets avec un certain processus qui se ressemble à peu près de fois en fois. Et là, on a délibérément décidé d'abattre ce processus-là et de travailler, Sophie et Justine, qui étaient chargées de projet sur Thérapeutique Théma, se sont vraiment adaptées, entre autres, à des échéanciers qui sont complètement différents des nôtres. Il faut penser, par exemple, qu'il y a des périodes où les gens ne sont pas disponibles parce qu'ils sont à la chasse. Où ils vont sur le territoire. Alors, c'est tout à fait normal et possible qu'on ait très peu de réponses rapidement et tout ça. Donc, c'est des projets qui sont de longue haleine, mais qui nécessitent aussi de ne pas pousser notre partenaire, de s'adapter à leur façon d'être, à leur façon de vivre. Et ça, bien, ça bouscule notre institution. Puis moi, je dois aussi rendre hommage à Sophie et à Justine dans ça parce que elles ont été disons, les chiens de garde de cette façon de travailler-là auprès de leurs collègues parce que quand on arrive dans un processus où il faut faire naître un communiqué de presse, il faut avoir des photos, il faut avoir... et là, que Sophie et Justine a toujours à dire « Oui, mais on va s'adapter. Oui, mais ce ne sera peut-être pas tout de suite. Oui, mais on va voir si eux sont d'accord avec ça. » Alors, on a changé nos façons de faire, puis il y a des répercussions sur l'ensemble de nos collègues, mais de ça, on apprend toujours beaucoup quand on se sort un peu de notre cadre habituel. Magnifique. Donc, ce que j'entends, c'est le rôle de l'écoute de ces Mhm. personnes. Et comment vous avez fait pour que vous ne soyez pas les blancs qui vont les voir? Mhm. C'est une excellente question. On était tellement préoccupés par cet aspect-là. Mais je pense que, même Marjane, tu mets vraiment le doigt sur un élément clé. Ça a été oui, l'écoute, la posture, aussi une très grande posture d'ouverture et surtout d'être on n'avait aucune attente. C'est-à-dire que, et c'est ce qui a été difficile aussi à faire accepter, je pense, par les équipes du musée parce que c'était une façon de faire très différente, de dire, ben, on a un projet, on a une volonté de vouloir travailler avec cette communauté-là, c'est une nouvelle façon de faire. Voici ce qu'on a, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. On ne sait pas du tout si ça va être accepté. Et dans un musée où tout est normé, ça sortait énormément, en fait, des sentiers battus. Donc, quand on est allé à la rencontre aussi de ces peuples-là, puis je pense que la posture physique est très importante, on est vraiment allé dans une posture d'observation. On était dans l'observation, dans l'écoute de leurs besoins. Puis on n'est pas arrivé avec un projet, on a dit, ben vous, qu'est-ce qui vous anime en ce moment? Ils nous ont sorti la rédaction des changements climatiques, comme quoi ils ne pouvaient plus aller pêcher sur la banquise jusqu'en juin parce que la banquise fondait, puis qu'il fallait qu'ils arrêtent en avril. Puis ben ça a des répercussions sur leur changement de régime, mais aussi sur leur savoir sur leur savoir traditionnel. Ils nous ont nommé aussi toute la dichotomie qu'il y avait entre la modernité et la tradition, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont une culture très riche, ils se rendent compte que les gens s'intéressent beaucoup à leur culture, ils ont un territoire très vaste, mais par le biais, en fait, des technologies, ils se rendent compte aussi de tout ce qu'ils n'ont pas. Donc, c'est-à-dire pour un jeune de 16 ans, il se dit, ah ben oui, mais je peux partir, moi, chasser le caribou, je peux partir chasser le phoque, j'ai des chiens de traîneau, mais je peux pas aller voir non plus le nouveau film de Iron Man au cinéma. Et parce que ça, ils le voient par le biais d'Internet. Donc, ils sont très, très, très tout le temps tiraillés entre la modernité et la tradition, vouloir faire vivre leur savoir traditionnel, mais aussi voir tout ce qui manque. Et aussi toute la communauté, l'aspect de la communauté qui est très important. Donc, ce sont des petits villages, des fois d'une centaine d'habitants uniquement.
Et ça amène plein de belles choses, mais aussi plein de problèmes, dont aussi la surpopulation dans les maisons. Donc, c'était vraiment d'arriver avec ces constats-là, d'être dans le dialogue, l'ouverture, la flexibilité, et de se faire dicter un petit peu leurs besoins, qu'est-ce qu'eux avaient besoin, puis nous, de repartir avec ça, d'essayer de faire de la magie avec nos œuvres de la collection. Donc, moi, je pense que, en fait, c'est des qualités de savoir-être plus que de savoir-faire qui ont été mis de l'avant pour la réussite de ce projet-là. Et de le faire sur du très long terme, comme le dit Sophie, là, cette discussion-là, ces échanges-là ont duré presque 2 ans avant que se concrétise un projet né de leurs intérêts à eux. Mais dans les échanges qu'ils ont eus au départ, ils se sont fait dire par les jeunes. Vous savez, nous, on a toujours des gens qui viennent chez nous, des Blancs, qui viennent chez nous, puis qui repartent. Ils finissent toujours par repartir. C'est comme s'il y avait, nous, on appelle ça la tokenisation, s'il y avait coché la case de nous avons travaillé avec des cultures autochtones. Puis, nous, ça ne nous intéresse pas de travailler dans ce sens-là. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une vraie relation, puis qu'après le projet, on continue à discuter, puis on continue à développer des projets. Et c'est dans cette optique-là que lorsqu'on a reçu ce commentaire-là, on s'est dit, ben, on va prendre le temps. On va juste prendre le temps de le faire. On va pas... L'objectif, et ça, je trouve très, très drôle. Ils ont exposé leur projet ici au Musée national des beaux-arts du Québec en mars dernier. J'ai une collègue du Musée de la civilisation qui est un musée ici aussi à Québec qui a dit, qui est venue me voir puis elle a dit, c'était extraordinaire ce que vous avez fait, comment vous avez travaillé avec les Inuits. C'était quoi vos échéanciers? J'ai dit, mais on n'avait pas d'échéancier. On n'avait pas d'échéancier. On n'a pas dit il faut absolument qu'à cette date-là, ce projet-là soit terminé. On n'avait juste pas d'échéancier. On s'est dit on est prêt à travailler quand on est prêt à travailler, quand ils sont prêts à travailler, c'est tout. Mais ça, ça nous sort de nos baskets, comme on dit. Pas mal, ça vous met juste à côté. Il y a Viviane qui pose la question, pouvez-vous décrire un peu plus le projet de recherche? Quel type d'évaluation, de collecte de données, etc. En lien avec le projet de thérapeutique d'aimant, en fait, c'est un projet qui est en cours. Donc, c'est un projet, en fait, qui s'intéresse à ces effets-là, mais qui va probablement avoir lieu sur le terrain dans la prochaine année. Donc, on est vraiment dans les balbutiements. C'est un projet qui serait mené par, en fait, un médecin et son équipe également. Donc, on est vraiment dans une approche art et santé. Pour l'instant, c'est très un peu, j'ai juste l'expression québécoise à la bonne franquette, mais vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire, mais on essaie, en fait, on y va avec les moyens du bord, donc on a tout simplement observé des faits. On a passé un questionnaire avant aussi et après, mais ça, c'est nous qui l'avons fait. Donc, on le fait de façon très organique, très artisanale. Mais comme le projet suscite de plus en plus, en fait, l'envie, puis aussi l'intérêt de Cher, on veut effectivement, donc, dans la prochaine année, faire en sorte que ce projet-là soit un projet de recherche à part entière. On a aussi fait les démarches là, pour avoir le sceau de l'UNESCO. Donc, il y a une chaire aussi en transmission culturelle sur l'empowerment et le mieux-être des peuples autochtones. Donc, on a fait la démarche pour que le projet ait le sceau UNESCO, justement. Donc, voilà. Marjane, si vous me permettez, je sais qu'il reste juste 4 petites minutes, mais je voulais juste peut-être partager mon écran pour montrer une œuvre. Donc, il y a une quinzaine d'œuvres qui a été écrites. Avec plaisir. Mais je peux vous montrer. Oui, tout à fait. Pendant que tu cherches l'œuvre, Sophie, j'en profite pour dire 2 mots. On a un souci. Pour les personnes qui participent, parce que là, aujourd'hui, il y avait 73 personnes qui étaient inscrites. Mais si les personnes cochent qui ne veulent pas recevoir de mail,
ils vont pas recevoir le mail avec le lien. Donc, si vous voulez bien la prochaine fois cocher le bon case pour qu'on puisse vous envoyer des mails avec le lien, ce serait plus simple. Voilà, ça t'a laissé du temps pour trouver l'œuvre? Oui, j'espère que vous allez bien la voir parce que donc celle-ci. Ah oui, Euh, tu as Puis un en fait, c'est moyen ça. peut-être de En fait, l'agrandir? j'ai-tu un moyen de l'agrandir comme ça? Est-ce que ça fonctionne? Non, c'est j'ai ta pas fenêtre qui agrandit. l'impression. Non, non. Ok, Peut-être que ça serait mieux aussi si, Marjane, en fait, je pourrais vous envoyer des couples d'œuvres en même avec temps qu'on vous plaisir. envoie en même temps qu'on vous envoie les œuvres, nos deux œuvres coup de cœur. Oui. À moins que Marie-Hélène t'en a un sous la main, là, peut-être une bannière rapidement. Je Là. vais regarder pendant que tu parles, je vais essayer d'aller t'en trouver un. Oui, sinon peut-être ça serait mieux qu'on pourrait vous envoyer des couples d'œuvres. Donc, à côté, donc on crée des bannières avec l'œuvre du musée et la réinterprétation aussi par les jeunes. Donc, Mais ça pourrait vous être envoyé en même temps. vous vous êtes baladé avec les œuvres originales. Ça, c'est notre... Non, non. On a tout fait via le numérique. Donc, on a Ok. envoyé les œuvres. La première proposition, effectivement, c'était les œuvres originales qu'on amenait. Les coûts étaient exorbitants. Donc, on s'est fait refuser d'amener... on s'est fait refuser donc d'amener les œuvres dans le Grand Nord, mais on a encore cette volonté-là parce que là, c'était un premier projet, mais on est tous d'accord qu'une œuvre, si l'œuvre n'est pas vue, il n'y a pas la même sensation, il n'y a pas les mêmes sens, les mêmes émotions. Donc voilà. Est-ce que vous voyez mon partage? Ouais, Oui, oui, oui. comme ça, c'est super. Donc, en fait, ce que vous avez à votre gauche, c'est une œuvre de Barbara Steinman, qui est une œuvre, donc ce sont un disque compact qui a été fragmenté. Et donc, les élèves les jeunes ont regardé cette œuvre-là pendant plusieurs séances dans leur cours d'art. Et ils ont commencé vraiment à faire un partage, une tempête d'idées, brainstorm sur qu'est-ce qu'ils voyaient, les liens qu'ils pouvaient faire. C'est parti un petit peu dans tous les sens aussi, la question d'identité, les fragments d'identité, comment je me sens à l'intérieur de moi. Et finalement, ils ont dû se rattacher, donc en groupe, ils ont dû faire consensus. Ils avaient choisi la répercussion des changements climatiques et donc ils ont fait l'œuvre, la réinterprétation qui est à droite, qui est en fait une vue aérienne du cimetière de Motoneige à Puvernito, donc le village dans lequel on était. Il faut savoir qu'ils ne peuvent pas enfouir leurs déchets parce que le sol est constamment gelé et que le gouvernement trouve que c'est trop cher, donc de ramener tout ça par bateau. Donc, c'est un dépotoir à ciel ouvert sur plusieurs kilomètres qui est très bien organisé. Mais qui reste un dépotoir, donc avec des effluves, des fois dépendamment du vent, donc toxiques, qui mènent sur le village. Donc, vous avez une photo ici, ça fume continuellement, hein, donc les déchets. Et les jeunes ont dit, ça fait penser à notre dépotoir. Donc, ils ont pris l'enseignante, naturellement, les moyens. Donc, elle avait un drone. Ils ont pris une vue aérienne donc de ce dépotoir-là pour pouvoir faire la relation, en fait, le dialogue entre les deux œuvres. Et ça, c'est une bannière donc qu'ils ont créée et qui a été affichée donc sur les bâtiments importants donc du Nunavik, de leur village. Donc, on parle de l'hôpital, du centre de maternité, de l'épicerie également, ce qui a donné lieu en fait à des dialogues aussi dans la communauté. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple. C'est une quinzaine d'œuvres qui a été créée, dont une œuvre vidéo également. Magnifique. Il y a encore une question. Oui. Je pense que c'est Chloé ou Clotilde. Je ne sais pas. C'est le projet. Est-ce que le projet continue? Est-ce que tu arrives à lire? Vous arrivez à lire? Oui, Ok. oui. Est-ce que le déroulé, la finalité du projet
sont encore une fois pensés avec les personnes concernées? Est-ce que ce sont les mêmes jeunes qui participent? Oui. En fait, c'est un projet qui oui, je vais juste ouvrir, je pense que je le vois dans la conversation. Oui. OK. Alors, est-ce que le déroulé et la finalité sont encore une fois pensés avec les personnes? Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est essentiel. C'est justement dans cette posture-là aussi dont on parlait là, de ne pas arriver comme blanc, donc d'être dans une posture d'écoute. Donc, aussitôt qu'on change de village, on va aller à la rencontre des personnes concernées puis dire, ben vous, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie? Comment avez-vous envie d'utiliser l'art pour vous exprimer? Sur quel enjeu avez-vous envie de vous exprimer? Donc, Marie-Hélène le nommait, c'est un projet qui est humain. Donc, c'est un projet aussi qui est en mouvance, c'est un projet en médiation sensible. Donc, il y a toujours cette ouverture-là à ce que le thérapeutique évolue. Et non, donc ce ne sont pas toujours les mêmes jeunes qui participent. Il y a eu la chance que ça soit une école, donc l'école Édouard Civique de Plouvernitouk. Eux peuvent continuer à faire des œuvres. Le projet est bien implanté dans leur école, mais on a des visées aussi sur des écoles encore un peu plus au nord ou sinon sur la côte nord. Et oui, donc le projet est une exposition itinérante, effectivement. Ça a été une très belle réussite. Du projet. Donc, le projet, pour l'instant, les bannières sont exposées dans d'autres villages du Nunavik. Et nous, on va avoir donc l'exposition qu'on a fait au musée va être exposée à l'université en novembre et dans les locaux aussi de la Fondation David Suzuki là, en juin. Puis, on est ouverte aussi à plein d'autres propositions. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire partager en fait la voix des jeunes, puis aussi de présenter une nouvelle façon de penser, de regarder les œuvres d'art avec une optique en fait de l'art comme source d'expression, mais aussi de résilience. Donc, de faire rêver un peu, puis d'utiliser les collections autrement. Puis il faut dire que ces nouvelles personnes-là qui vont participer au projet, ce sera eux qui décideront de la finalité du projet. Dans le cas de l'école Édouard Civique, les jeunes souhaitaient en faire une exposition, mais la nouvelle cohorte décideront de ce qu'ils veulent en faire. Est-ce que c'est une exposition? Est-ce que ça pourra prendre toutes les formes qu'ils souhaitent faire? C'est eux qui vont décider. Donc, on va s'adapter à leur désir. Magnifique de cette place à équidistance, vraiment co-construit ensemble jusqu'à ce niveau-là. J'ai un savoir, je le mets à votre disposition et on le fait ensemble. Chouette. Ouais, c'est un exemple. La communauté est loin, mais je pense que quand on travaille avec des communautés qui sont plus près de nous, même si c'est à 10 minutes du musée, c'est un peu la même approche qu'on essaie d'aborder. Puis c'est une approche de care pour moi, mutuelle. Oui, de laisser la place à l'autre, c'est le début du care. C'est le début de cette reconnaissance. Et ce qui me touche dans ce que vous dites, c'est à la fois l'aspect individu, mais également l'aspect sociétal, l'impact sociétal, l'impact sur et le mot miroir me touche vachement parce qu'en fait, sur le chemin soufi, on parle de miroir pour parler de la conscience. Ah, mais c'est ça. Donc, c'est il y a plein d'images où, par exemple, les éléments qui t'arrivent dans la vie sont là pour polir le miroir. À l'époque, les miroirs étaient du métal et tu le polissais avec une pierre, donc quelque chose de dur. Donc, les choses dures qui t'arrivent, ça te permet de polir ta conscience pour miroiter encore mieux. Donc, ça me parle beaucoup, cette image-là. Et tout le projet, je suis impatiente de pouvoir en savoir plus. On a tellement beaucoup de choses à dire. Des fois, on fait des présentations de 2 heures juste sur ce projet-là, mais tant mieux si ça vous a donné un petit peu l'intérêt d'en connaître davantage.
On va partager les éléments que vous allez nous envoyer parce qu'on a déjà 6 minutes de dépassement. Oui. On a été gourmands et gourmandes. La session suivante sera le 4 novembre et c'est avec Clémence Lacocque qui est responsable des musées de Saint-Omer en France. Et donc, n'hésitez pas à être avec nous. Merci pour votre temps et pour ces explications à toutes les deux. C'était Un Un vraiment grand magnifique. merci vraiment pour Merci d'avoir l'invitation. Ça a pris été ce un plaisir temps pour de nous écouter. Oui. vraiment un grand plaisir de connecter avec je Avec pense, vous tous. Oui, oups, c'est ça. je pense que mon son a coupé. Merci pour l'invitation de l'autre côté de l'Atlantique pour les échanges. C'est Oui, super merci. apprécié, vraiment. Avec grand Merci. plaisir. Merci à vous. Les épisodes suivants vous attendent pour continuer ce voyage entre l'art et le bien-être. N'oubliez pas que vous pouvez également nous rejoindre chaque mois en direct pour rencontrer des responsables culturels passionnés et échanger avec eux. Vous avez toutes les informations utiles sur notre site mindful-art.eu. Vous trouverez les informations également dans la description de ce podcast. Préparez-vous donc à vous plonger dans un monde d'inspiration et de partage. Et je vous dis à tout bientôt.